Vous démarrez une partie de Cluedo, sauf que dès la fin du premier tour, on vous révèle l'identité du tueur et l'arme du crime. Alors, pour éviter que ce soit décevant, on vous donne un nouveau rôle. Empêcher les autres joueurs de découvrir l'identité du meurtrier. Et peut-être qu'en chemin, vous découvrirez de nouveaux secrets qui viendront remettre en question le contexte du crime. C'est le mécanisme qu'utilise Rian Johnson dans Knives Out, ou À couteau tiré. Mais il a beau briser la forme classique du whodunit, il rend son film intriguant dès le début en mélangeant une méthode de rétention maîtrisée par les youtubeurs à succès avec un genre d'histoire conceptualisé par Blake Snyder dans son livre Save the Cat. Et ça donne un film Cluedo palpitant. Quand je dis film Cluedo, bien sûr j'entends ces films qui tournent autour du mystère d'un meurtre. En anglais ils appellent ça Murder Mystery ou plus globalement Whodunit. En français ça donnerait... C'est qui a fait ça? Le Whodunit c'est un sous-genre du thriller. Le thriller par exemple c'est un film classique d'Hitchcock avec du suspense, des criminels, là où le Whodunit c'est plutôt une histoire classique d'Agatha Christie avec un meurtre, un détective et des suspects. Mais Knives Out ce n'est pas un Whodunit comme les autres. Comme à l'habitude de Rian Johnson, il nous offre un film de genre qui réfléchit sur son propre genre. Pour ça il place le meurtre dans une famille qui gravite autour d'un romancier d'intrigue policière. Comme ça ils sont tous familiers avec ce genre d'histoire de meurtre. Leur père leur faisait même parfois des énigmes pour faire passer des messages. Donc cette histoire ne peut pas se passer comme toutes les autres, le whodunit doit aller plus loin. Et quoi de mieux pour ça que de briser le concept même du whodunit. Utilisons le premier acte du film pour répondre aux attentes du spectateur et lui servir tous les ingrédients du whodunit classique. Un meurtre, un protagoniste, des suspects, un détective et un mobile par suspect. À partir de là, dans un whodunit classique, l'histoire commence à évoluer sur deux intrigues parallèles. D'un côté, l'intrigue du meurtre, souvent à coup de flashback au fur et à mesure que la deuxième intrigue évolue. Et de l'autre côté, l'intrigue de l'enquête, avec les indices découverts, les fausses pistes, les tensions entre les suspects qui escaladent, les enjeux qui prennent de l'ampleur. Et ce n'est qu'à la fin qu'on découvre qui est le véritable coupable, le who dans Whodunit. Si vous êtes là, vous avez vu le film. Knives Out nous révèle l'identité du tueur dès la fin du premier acte. Oh my god, I messed up. I'm gonna use the phone, okay? To call an ambulance. Everything will be just fine. Le spectateur est pris à contre-pied. Lui qui s'attendait à chercher pendant tout le film, il se retrouve à vouloir défendre le coupable. Parce que Martha n'a pas fait exprès de tuer Harlan, et lui, considérant son infirmière comme son amie la plus proche, il le prend pas mal non plus. Il l'aide à couvrir ses traces. Et quand on voit les requins patibulaires que sont les membres de la famille, comparés à la pauvreté dans laquelle vit Martha, on veut juste qu'elle s'en sorte indemne. Le who de Whodunit devient hors sujet. Alors, si vous avez vu le film, vous savez que pas vraiment, mais au premier visionnage, c'est comme ça qu'on le vit. On a vu tout le meurtre se dérouler, il n'y a plus aucune raison de douter. Le second acte commence alors avec ce nouvel objectif. Martha doit assister Benoît Blanc dans sa recherche d'indices, sans se faire démasquer, et tout ça avec le handicap de ne pas pouvoir mentir. Quand je suis content, je vomis. On passe de film de mystère à film de suspense. Attendez, c'est quoi la différence entre mystère et suspense? C'est facile, le suspense, on en a parlé dans la vidéo sur Dune avec l'exemple de Hitchcock et de la bombe sous la table. On a du suspense quand on sait que quelque chose va arriver et qu'on anticipe cet événement en attendant de voir comment il finit par arriver ou par être désamorcé. Alors que le mystère, c'est quand il nous manque une information pour comprendre ce qui s'est passé, et tant qu'on n'a pas cette info, ça nous démange. Je sais plus où j'ai entendu ça, c'était peut-être dans le podcast Script Notes de John August et Craig Mazin, où il disait un truc comme « Créer un bon mystère, c'est créer une démangeaison dans l'esprit du spectateur et la faire s'intensifier jusqu'à ce qu'on soit obligé de la gratter pour lui. » Après, faut pas confondre avec les puces de lit, ça sert à rien à voir. Donc dans Knives Out, quand on découvre que c'est Martha qui a tué Harlan, on passe de mystère à suspense. On passe de qui a tué Harlan à est-ce qu'elle va se faire choper et comment. On la suit dans ses péripéties, elle brouille les caméras de surveillance, elle brouille les traces de pas, elle cache le morceau cassé du treillis qui montre la trace de son passage. Elle arrête pas de passer à deux doigts de se faire démasquer, donc on retient notre souffle. Arrive le milieu du film avec l'entrée du personnage de Ransom, qui inspire pas trop confiance au début, le mec s'appelle Rançon, et la lecture du testament de Harlan. Ce qui doit arriver arrive, toute la famille est déshéritée, et seule Martha reçoit l'immense fortune de l'homme qu'elle a assassiné par erreur. No. That's not... No. Les enjeux du suspense sont élevés. Jusque-là, elle évitait d'être démasquée pour protéger sa mère illégalement immigrée. Maintenant, les autres personnages vont engager tout leur pouvoir pour lui retirer la fortune des mains, quitte à tenter de prouver sa culpabilité. Et Rian Johnson profite de ce nouvel enjeu pour renverser la dynamique entre la famille et Martha, qui était traitée jusque-là comme un membre de la famille et qui devient dès lors une petite... Bitch! You! Little bitch! Were you boinking my father? Boinking? Mais le mystère finit par revenir, le suspense nous tient en haleine pendant que Martha s'associe avec Ransom, qui a finalement l'air d'être le plus honnête des membres de la famille. Mais lorsqu'elle reçoit cette lettre,
on réalise qu'elle a pas toutes les infos. Alors qu'on pensait tout savoir depuis le début, qu'on pensait juste attendre que Martha se fasse attraper, on réalise que quelqu'un en sait plus qu'elle. Et plus elle essaye de comprendre le mystère derrière cette lettre, plus le mystère s'épaissit. Pourquoi le laboratoire d'analyse a brûlé? Que signifient les derniers mots prononcés par Fran? Et pourquoi Blanc parle de donut? A donut hole in a donut's hole. And our donut is not whole at all. On peut en déduire une autre différence fondamentale entre le suspense et le mystère. C'est la différence entre les informations que détiennent les personnages par rapport aux informations que détient le spectateur. Dans le cas du suspense, c'est le spectateur qui a des informations que le personnage n'a pas. On regarde Blanc chercher le coupable, tandis qu'on sait que Martha est coupable. On regarde la famille essayer d'inculper Martha, alors qu'on sait que Martha a tué Harlan. Et dans le cas du mystère, c'est le spectateur qui est privé d'informations que détiennent les personnages. On voit des personnages agir sans connaître la raison de leurs agissements. Et plus l'action est étrange, plus on a envie de savoir ce qu'ils savent. Souvent, on suit des personnages qui sont autant privés d'informations que le spectateur. Ransom sait qu'il a tenté de tuer Harlan, tandis que Martha essaye de comprendre avec le spectateur qui lui a envoyé cette lettre de chantage. Fran sait ce qu'a fait Ransom, mais Martha essaye de comprendre avec le spectateur ce que veulent dire ces derniers mots. Et on réalise, lors de l'explication finale de Benoît Blanc, qu'on suivait la mauvaise piste depuis le début du film. Why you hired me? Why I hired you? Let's back it up. À partir du moment où on savait que Martha était coupable, on a complètement évincé la question la plus importante que Blanc avait posée lors du premier acte. I'm here because this morning someone dodged a very important question. On a suivi le suspense, on voulait savoir si et comment Martha allait se faire attraper, alors qu'on aurait dû suivre le mystère derrière cette information manquante. Linda asked who hired me. Who hired you? I do not know. Et cette question, non seulement elle nous révèle le véritable genre de ce film, mais en plus elle nous apprend une technique de storytelling bien connue des youtubeurs que j'ai utilisée dans cette vidéo, sans que vous vous en rendiez compte. Depuis le début de cette vidéo, on parle de whodunit, on a dit que c'était un sous-genre du thriller, et les genres de films, c'est un sujet intéressant. Un genre, ça se définit par des mécanismes d'histoire communs, et parfois aussi par des éléments visuels, ou sonores, ou d'ambiance. Par exemple, un western, ça se reconnaît au premier coup d'œil, cowboy, désert, etc. Sauf que quand on commence à vous dire que Logan ou Mandalorian sont des westerns, alors là, soit on devient complètement rigide et on dit bah non, y a pas de cowboy, c'est de la science-fiction, soit on comprend que le western, c'est pas juste un look, mais aussi un genre d'histoire, avec un protagoniste solitaire qui défend la veuve et l'orphelin. Mais dans ce cas, est-ce que Les 8 salopards, c'est un western? D'ailleurs, c'est pas un whodunit, c'est un western whodunit. Bref, Blake Snyder, l'auteur de Save the Cat, il s'est dit qu'il aimait pas trop définir un film à son look, donc il a décidé de répartir les genres en catégories d'histoire. Des genres 2.0 qui pourraient s'appliquer autant à de la science-fiction qu'à un western ou un thriller ou de la comédie ou l'action-aventure. Et dans notre cas, Snyder ne parle pas de whodunit mais de whydunit. Comme ça, il englobe autant les films où on cherche à savoir qui a commis le crime que ceux où on connaît l'identité du tueur mais qu'on cherche à comprendre pourquoi il a tué la victime. Et les ingrédients de ce genre sont le détective, le secret et le tournant sombre. Le tournant sombre, si on regarde la définition, c'est un moment où le détective brise une règle ou toutes les règles pour pouvoir percer le secret à jour. Et c'est là où je trouve que Blake Snyder s'en mêle un poil les pinceaux, parce que Knives Out ne rentre dans quasiment aucune autre des catégories qu'il décrit, mais Knives Out n'a pas non plus de tournant sombre. À moins qu'on se dise que c'est le moment où Martha se retient de vomir pour mentir et obtenir la confession de Ransom, puisqu'elle brise une règle, mais franchement... Et on peut trouver d'autres exemples comme ça, qui rentrent dans la catégorie de whodunit, mais qui contiennent pas tous les ingrédients décrits par Blake Snyder. Par exemple, la série Why Women Kill, qui est une super série d'anthologie, je vous la recommande vivement. On sait qu'il va y avoir des meurtres, mais on sait pas qui va tuer qui et comment. Death is cheaper than divorce. La série est palpitante et elle repose entièrement sur le pourquoi, donc c'est complètement du whodunit, sauf que la saison 1, il n'y a pas de détective. Alors on pourrait dire oui, mais le détective c'est le spectateur. Mais c'est facile comme ça après coup d'adapter la théorie à la pratique, sauf que Save the Cat est censé être un livre de méthode d'écriture. Et si je suivais la méthode à la lettre, j'arriverais pas au résultat de certaines œuvres que j'admire. Comme quoi, toutes les recettes sont faites pour être changées. Dans tous les cas, Knives Out répond plus à la question why que la question who, parce que si on savait que c'était Ransom qui a embauché le détective, on saurait pas pourquoi. Et au final, la question pourquoi est plus importante que la question qui. Why are you here? I'm here at the behest of a client. Who? Ce mystère de l'identité anonyme de l'employeur de Benoît Blanc, il est ouvert assez tôt au début du film et il est conclu qu'à la fin. Et tout le film est jalonné tantôt de mystère, qui a tué Harlan, qui a envoyé la lettre à Martha, tantôt de suspense. Martha va-t-elle être démasquée et que va-t-il se passer maintenant qu'elle a hérité de la fortune d'Harlan? Ce qui fait qu'on a toujours une question qui nous retient sur le rebord de notre siège, intrigué, avec l'envie d'en savoir plus. It makes no damn sense.
compels me, though. Chaque question ouvre une boucle qui se termine lorsqu'on obtient la réponse. Et ces boucles se superposent pour ne nous laisser aucun répit. La première boucle de mystère installée, c'est l'identité du tueur, mais elle est fermée au bout de 35 minutes quand on révèle que c'est Martha le tueur. La dernière boucle de mystère fermée, en revanche, c'est celle de l'identité de l'employeur anonyme. On nous révèle que c'était Ransom qu'au moment du dénouement, avec toutes les explications finales. Et on finit sur des petites boucles de suspense comme comment va-t-il réagir à son échec ? Et que fera-t-elle de tout cette oseille? Au tout début de cette vidéo, je vous ai dit que les youtubeurs à succès utilisaient une technique de rétention qu'on retrouve dans ce film. Inconsciemment, j'ai créé la question: quelle est cette technique de rétention que les youtubeurs à succès utilisent et qu'on retrouve dans ce film? Vous avez enregistré qu'il vous manquait une information. Si vous regardez encore la vidéo maintenant, c'est parce que vous avez décidé à un moment au début de la vidéo que les informations promises vous intéressaient. Et c'est maintenant, à la fin de la vidéo, que je révèle la réponse à cette question en délivrant la dernière information promise, en fermant cette boucle. Ce genre de boucle, les youtubeurs appellent ça des open loops. Plus l'information promise est intrigante, plus les gens restent jusqu'au bout, plus la rétention est bonne et plus l'algorithme recommande la vidéo à plus grande échelle. C'est aussi le cas d'ailleurs si vous likez la vidéo ou que vous laissez un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de tout ça. Et si vous aimez bien Rian Johnson, vous pouvez aller participer à la bataille en commentaire qu'il y a sur ma dernière vidéo.